attention, clap numéro 4. Allez, cette fois-ci c'est les vraies. Donc se définir est toujours un petit peu difficile. Je pourrais dire que la seule chose qu'on discutera peu, c'est le fait que je sois un humain. Et d'autre part, j'essaie d'être un humain acceptable. Cet humain acceptable a choisi de faire un certain nombre d'activités, plus que de professions, même si ce sont parfois des professions, telles que produire de l'art, transmettre, théoriser, aussi faire des parfums, de l'architecture, des installations urbaines, écrire. Enfin bref, un certain nombre de choses qui permettent de s'amuser joyeusement en tentant d'être utile. Alors je considère que, disons, dans la période qui correspond à la période de pratique, c'est-à-dire ces 40 dernières années, les médias et les médiums ont évolué considérablement. Et moi, je me suis toujours intéressé à ce que serait le suivant et surtout à ce qu'il apporterait ou comment il aurait un impact sur la société. Donc, même quand je faisais une des toutes premières séries en images de synthèse pour la télévision, les Quarks, je me disais qu'il faudrait que ça puisse se développer de façon autonome, que ça puisse exister dans notre monde. Et donc, à partir de là, j'imaginais la chose plutôt en réalité virtuelle, plutôt immersive, mais aussi ce qu'on appelait après la réalité augmentée. Mais ça supposait aussi, évidemment, que ces choses, les quarks, puissent avoir une vie autonome. Donc, on est dans la vie artificielle et en même temps, il faut une forme d'intelligence artificielle qui fasse que cette vie autonome puisse interférer avec la nôtre. Et pour qu'elle puisse interférer avec la nôtre, il faudrait qu'elle puisse sentir, ressentir, capter, comprendre, observer. Et cette connaissance de l'environnement, cette connaissance de ce qui l'entoure, lui permettrait d'échafauder des réponses, des réactions qui lui seraient propres. Donc, à partir de là, on comprend que pour que une œuvre puisse réagir à son public d'une façon qui ait du sens, il faudrait quelque chose qui permette d'alimenter ce que j'appelle son intentionnalité artificielle. Et donc, si je devais expliquer en quoi cette intention est importante, c'est que la différence qu'il y a entre ce que l'on appelle l'intelligence naturelle et l'intelligence artificielle, c'est que derrière l'intelligence artificielle, il y a une intention. Derrière l'intelligence naturelle, il y a un processus qui permet de prendre un certain nombre de décisions et d'avoir des intentions, notamment l'intention de produire de l'intelligence artificielle. Donc si on garde à l'esprit que artificiel veut dire produit par l'humain, on comprend qu'il n'y a pas plus humain que l'intelligence artificielle. Et que la vraie inquiétude que nous pourrions avoir par rapport à certains écarts de l'intelligence artificielle est exactement la même que nous pourrions avoir par rapport aux écarts des humains. Donc l'intelligence artificielle peut devenir dangereuse parce que les humains sont dangereux. Elle peut devenir utile parce que les humains peuvent être utiles à d'autres humains s'ils en ont fait le choix, d'où l'intention. Je crois que c'est une très bonne chose que l'on s'inquiète de l'impact des technologies, des techniques, l'impact des nouveautés, l'impact des choses qui vont affecter profondément notre vie. C'est une très bonne chose parce que il faut bien commencer par ça. Maintenant, concrètement, dans la pratique artistique, l'art et la science ont toujours avancé de front.
On connaît certains artistes, je ne vais pas mentionner Léonard de Vinci, bien sûr, mais bien d'autres, qui étaient aussi des mathématiciens, étaient aussi des médecins, qui exploraient le corps, faisaient les dissections, essayaient de comprendre comment fonctionnent les muscles, essayaient de comprendre comment on peut faire tenir les pierres les unes sur les autres, faisaient de l'architecture. Et toutes ces sortes de choses, à chaque fois, ont débouché sur des innovations. D'une certaine manière, si les artistes sont des créateurs de fiction, ils designent la réalité du futur. Et ça, c'est une chose importante. Alors maintenant, est-ce que l'intelligence artificielle a un impact négatif sur les artistes ou sur la production artistique? Ce sont deux choses différentes. Alors, je dirais qu'il faudrait pas qu'on oublie quand même un peu l'histoire de l'art. Par exemple, tout le monde se souvient de la panique qui a suivi l'arrivée de la photographie qui permettait d'enregistrer en 15 minutes un paysage, une nature morte ou un portrait. Ça a modifié considérablement la nature du travail de l'artiste. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'artiste a pu commencer à imaginer que son travail était d'un autre ordre. Il a pu commencer à travailler sur des impressions, comme Monet, quand il essaye de traduire des choses ténues, sensibles, qui n'auraient pas pu être captées à l'époque par l'appareil photographique. C'est aussi ce qui a permis des formes plus conceptuelles, hein, des formes plus abstraites, des formes engageant le corps, engageant la vie. Et je dirais que le champ de l'art s'est élargi grâce à la photographie. Et la photographie est devenue une composante à part entière des modalités d'expression à la disposition des artistes pour produire de l'art. Maintenant, on peut se demander, comme certains le font, dans quelle mesure les IA ferait du plagiat. Mais pour cela, il faudrait qu'elle soit humaine. C'est-à-dire, c'est les humains qui font du plagiat. On ne dit pas d'un animal, parce qu'il se comporte comme un autre animal, qu'il est en train de le plagier. On ne dit pas que le lionceau plagie sa mère. Il apprend. Et si on s'intéresse un peu aux apprentissages dans le champ artistique, on découvre que cet apprentissage, il a très longtemps et il est encore souvent basé sur le fait de copier, de reproduire, d'essayer de comprendre par le geste, d'essayer de comprendre par la pensée ce qu'ont fait les artistes qui ont précédé. Quel artiste pourrait se vanter d'avoir fait quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant? Ne s'être jamais inspiré d'aucune image, d'aucune représentation, et même du réel, parce que plagier le réel, c'est aussi ce que font un certain nombre d'artistes qui se battent contre les IA. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, il y a des métiers qui vont évoluer considérablement. Ceux qui sont uniquement fondés sur la production d'images décoratives qui sont parfaites pour les couvertures de magazines de mode vont avoir plus de difficultés à revendiquer une spécificité de leur pratique, puisqu'il sera possible de trouver un modèle plus modèle que le modèle vivant. Il sera possible d'avoir un éclairage plus favorable, d'avoir une expression parfaite. Pas tout de suite, mais bientôt. Donc, qu'est-ce que les métiers qui ont évolué ont fait jusqu'à présent? Eh bien, c'est se déplacer vers la partie la plus créative, la plus innovante, la plus unique, spécifique, qui a à voir effectivement directement avec ce qui nous est personnel, un certain niveau de subjectivité, d'humanité, et ça, c'est ce qui manque dans la compréhension
du phénomène de l'intelligence artificielle. Donc pour moi, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, au contraire, il y a juste un grand bond en avant qui va plus vite que ce que certains curateurs, certains critiques, certains historiens ou certains pratiquants, comme si l'art était une religion, eh bien, pourraient imaginer. Il y a effectivement des choses qui se passent qui vont nous obliger à faire un effort. Dorénavant, on ne peut pas commencer avec la peinture à l'huile et passer sa vie à faire de la peinture à l'huile. Mais ça, je crois qu'on l'a compris au début du XXe siècle, du XXe siècle, pardon. Et il y a bien d'autres choses qui vont bouger, et pas forcément d'ailleurs de la façon la plus favorable. Alors maintenant, si le danger n'est pas dans ce qu'on appelle le plagiat, parce qu'il y a quand même un autre aspect que je voudrais pas oublier, c'est que on dit par exemple que certaines IA ne font que du collage d'images, c'est ignorer totalement comment elles fonctionnent. La diffusion n'est pas une collection d'images. C'est une collection d'informations, mais c'est pas une collection d'images. Et donc, on se retrouve confronté à un problème qui est qu'est-ce qu'un collage qui serait fait sans les images? Et à partir de là, on revient à la définition du droit d'auteur et on découvre que une œuvre dérivée n'est pas une œuvre copiée, n'est pas une copie d'une autre œuvre. Donc, qu'on s'inspire de ce que les autres ont fait, c'est l'évolution naturelle que nous avons vécue dans l'histoire de l'art. Qu'on trouve de nouvelles formes, c'est ce qu'on espère, et tout le problème est là. C'est-à-dire que, curieusement, et je dirais naturellement, au stade où nous en sommes au début 2025, eh bien, les IA ne font que ce qu'elles connaissent. Autrement dit, on est dans la reconnaissance et on n'est pas dans le dépassement nécessairement. On est dans le dépassement que s'il y a une intention venant de l'artiste qui permettrait à l'IA d'utiliser ses moyens pour produire autre chose. Or, on assiste à une régression, je dirais, vers l'image qui avait été relativement amenuisée, réduite au XXe siècle. L'abstraction n'a pas facilité l'émergence de l'image. Les urinoirs ont montré que si jamais il y avait une image, c'était une image urinoir industrielle et non pas une production de facto. Et il y a un certain nombre de choses qui nous montrent que l'image, y compris dans l'art conceptuel, n'était plus le sujet, sauf peut-être dans une période, plus particulièrement, qui est la période photoréaliste et la période qui est ce qui l'a accompagné. Il y a d'autres champs d'activité artistique, évidemment, qui, eux, étaient fondés sur la production d'images, c'est-à-dire l'illustration, la bande dessinée, des créations qui sont fondées sur un jeu sur l'image qui est relativement comparable à ce que pratiquent les IA. C'est important de garder tout cela en tête pour comprendre que si jamais les humains peuvent maintenir leur contrôle de leurs outils, eh bien, il va falloir qu'ils trouvent les bras de levier pour cela. Et le bras de levier sur l'IA, il est très simple, c'est le prompt. C'est-à-dire que je peux avoir un dispositif qui me produit des assemblages de signes satisfaisants ou non, mais d'un autre côté, si je lui demande de faire une surface unie noire, ou si je lui demande de faire quelque chose qui montre à quel point il est nul,
eh bien, je confronte le système à quelque chose qui est différent que de produire de façon machinique et mécanique ce qui a déjà été fait. Et tout le problème vient du fait que d'un côté, les IA partant de modèles larges nous permettent enfin d'accéder à la somme des productions antérieures, ce qui est formidable, enfin une mémoire universelle que l'on peut s'approprier et avec laquelle on peut dépasser sa propre capacité, et d'un autre côté c'est extrêmement réducteur parce que c'est toujours le passé. Et si on veut construire quelque chose, eh bien c'est ok, ça c'est ce qui est sur la table, maintenant qu'est-ce que je fais? Mais n'est-ce pas comme ça que tous les artistes qui ont fait des choses intéressantes ont procédé? Voilà ce qui a été fait, voilà ce que je vais faire. Je pense en effet que le développement des IA et la place qu'elles commencent à prendre dans la société correspond tout à fait à une de ces trajectoires qui ont été dessinées au cours du temps et correspondent, je dirais, à un fantasme de l'humanité. Le fantasme, il n'est pas complexe, il est relativement simple. Et pour moi, il fonctionne en deux temps. Alors, dans certains de mes travaux, j'ai développé l'idée que une des grandes directions est cette alternance, cette oscillation entre réification et sublimation que l'on voit dans la mise en œuvre de technologies ou le développement de nouvelles technologies. La sublimation, c'est le fait de convertir le monde en données, convertir le monde en particules, en unités discrètes, qui pourraient être traitées par des ordinateurs ou par le cerveau humain. Donc mettre l'ensemble du monde dans le cerveau. La réification, c'est le contraire. C'est le fait de donner une forme à la pensée et faire en sorte qu'elle devienne un objet matériel. Autrement dit, la matérialisation et la dataïfication sont les deux pôles qui correspondent à notre rapport au monde avec une intention qui est celle de le contrôler suffisamment, peut-être pour contribuer à la survie des humains dont on sait très bien qu'ils sont les plus grands prédateurs que la Terre ait connus et que d'un autre côté, ils sont aussi quasiment les plus faibles. L'humain est physiquement inapte et néanmoins, il est l'espèce dominante. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que, en fait, le scénario a été décrit. Le scénario auquel nous assistons, avec son évolution dans les technologies et dans la connaissance du monde, eh bien, il a été décrit tout simplement dans la Genèse. Il suffit de prendre la Genèse comme un manuel de rétro-engineering et on commence par la fin, c'est-à-dire on est ce qu'on est, entouré par les animaux que l'on connaît, etc. Et puis on commence à modifier les animaux, on commence à modifier la nature, on commence à comprendre comment la vie apparaît, on commence à la créer. Et à la fin, il ne reste plus que le prompt, qui est que la lumière soit. Alors, on pourrait dire que la Genèse est une prophétie autoréalisatrice, mais je dirais qu'il est possible qu'elle soit ancrée dans une stratégie de survie à laquelle nous ne pouvons pas échapper, et que d'une certaine manière, on l'a traduite à un moment comme une tentative de comprendre le monde. Voilà, il y a une source, c'est parti de quelque chose, ça existe et maintenant voilà ce qui est. Et là, on est en train de faire l'inverse, voilà ce qui est, et progressivement, nous sommes capables de le détricoter, nous sommes capables de remonter à la source
Et dans ce cas-là, la source, c'est nous. Dans la prophétie autoréalisatrice, évidemment, il y a l'idée que ce n'est pas une prophétie. C'est-à-dire que quelqu'un exprime une vision du monde en disant ah mais faites attention, si vous continuez, ce sera une dictature, et il crée une dictature. Ce qui est une évolution relativement courante, malheureusement. Et on peut... là, on est dans une situation différente. C'est comment on peut gérer nos erreurs, nos faiblesses, notre difficulté à se construire un environnement acceptable. Eh bien, c'est quelque chose de difficile pour l'humanité, et peut-être qu'il n'y a pas d'autre voie. Mais d'un autre côté, si notre meilleur atout c'est notre cerveau, eh bien il faut peut-être s'en servir et augmenter certaines de ses capacités, comme on le fait avec l'IA, et juste une évolution logique. Je voudrais citer un exemple, un film qui traite, pas tout à fait de l'IA, mais cette question de l'augmentation des capacités du cerveau humain et de ses conséquences sur l'humanité. Je pense à Forbidden Planet de Fred Leo Wilcox. Dans ce film, on finit par découvrir quelqu'un qui vit, un scientifique qui vit seul sur une planète avec sa fille. Sa fille a un tigre domestique et ils sont dans une sorte d'îlot paradisiaque dans une planète déserte. On découvre à la fin que les habitants de la planète avaient découvert le moyen d'augmenter leur intelligence grâce à un appareil fantastique, et à partir de là, finissaient par contrôler la matière. Comme ils pouvaient contrôler la matière, ils pouvaient produire tout ce dont ils avaient besoin. C'était formidable. Ils pouvaient faire en sorte que leur environnement soit exactement celui qu'ils désiraient. Mais le problème, c'est qu'il reste des failles dans l'humanité, et que ces failles font que s'ils pouvaient réaliser leurs rêves, ils pouvaient aussi réaliser leurs cauchemars. Et donc, ils ont donné vie aux monstres qui les hantaient, qui ont fini par détruire tous ceux qui voulaient leur nuire. Et ils se sont détruits les uns les autres. Donc, peut-être que si on reste comme ça dans des mythologies modernes, ou si on continue d'anticiper le devenir des choses, l'humanité ne va pas devenir Dieu, l'humanité va juste s'effacer elle-même naturellement. Et je ne suis pas sûr que ça ne laisse pas de trace, mais quelle importance. Dans l'exposition Humans versus AI Robots, je présente un travail qui s'appelle Core Coupling. Il faut que j'explique un petit peu, peut-être, l'origine de cette pièce. C'est une vidéo, c'est un enregistrement qui vient d'un enregistrement de 2 bras robotiques qui, dans une autre version, qui s'appelle Power Chess, jouent l'un contre l'autre aux échecs. Alors pourquoi jouent-ils aux échecs? Ils jouent aux échecs parce que les échecs, c'est une modélisation d'une situation de conflit avec une recherche de domination. Donc les bras robotiques jouent aux échecs pour essayer de comprendre les humains. Plus précisément, pour essayer de comprendre pourquoi les humains ont des conflits. Parce qu'il y a peu d'espèces comme ça qui
ont des conflits internes. Elles sont plutôt dans des conflits de clans ou des conflits avec d'autres espèces. Mais l'humanité a cette particularité qu'elle consacre beaucoup d'énergie à se combattre elle-même. Donc, par Chess, on a 2 joueurs d'échecs qui sont des robots, qui essayent de comprendre les humains, donc qui partent quand même d'une bonne intention, puisque il s'agit de d'une compréhension au fin de trouver des solutions probablement pour éviter que la situation perdure. Core coupling, et c'est un peu une boutade, parce qu'aux échecs, quand on dit opening, c'est une ouverture aux échecs. Donc c'est comment on commence la partie. Et il se trouve que là, les pièces d'échecs ont été remplacées par des bouchons de bouteilles de vin. Donc les 2 bras robotiques se retrouvent à jouer avec des bouchons de bouteilles de vin. Et il me plaisait beaucoup l'idée d'opérer ce glissement comme ça de pièces supposées être d'un registre guerrier. Hein. Il y a la tour de château, il y a le chevalier, il y a le roi, la reine, les soldats, les pions. Et remplacer ça par des bouteilles de vin qui était une façon d'introduire une dimension festive à la situation, et je crois que ça le fait assez bien. Alors si on voulait essayer de raconter de façon raccourcie mon évolution dans le champ de l'art, je dirais que j'ai commencé par une formation relativement classique qui comprend la peinture à l'huile, la sérigraphie, la céramique, un certain nombre de pratiques traditionnelles, le dessin bien sûr, et progressivement j'ai glissé, j'ai dérapé parce que j'avais un autre champ de motivation qui était plutôt scientifique. Je me suis toujours intéressé à savoir pourquoi le monde était ce qu'il est. Mais d'un autre côté, en fait, les 2 aspects n'étaient pas contradictoires. Et donc, j'ai commencé à faire beaucoup de photographies de façon intensive. Et puis, j'ai laissé la photographie pour la vidéo, où j'ai très tôt fait les installations interactives utilisant des caméras de vidéo et des dispositifs de vidéo. Je crois être un des tout premiers à avoir présenté une installation vidéo à l'agrégation d'art plastique, qui a évidemment un peu surpris le jury. Ensuite, de la vidéo, il y avait des choses qui commençaient à émerger, les effets spéciaux numériques, et puis l'image de synthèse 3D. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Comment c'est en train de changer notre façon de concevoir l'image ou de concevoir le récit? Et donc, c'est là que j'ai décidé de faire les Quarks. Donc, c'est une série de très courts films qui était diffusée début des années 90 sur Canal+ et sur France 3. Puis ensuite, ça a fait un petit peu le tour du monde, c'était sympathique. Et puis j'ai eu plein de prix avec ça, ça m'a ouvert plein de portes, il faut le dire. On a toujours besoin d'un déclencheur, et c'était le déclencheur. Parce que à ce moment-là, il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrence dans le domaine, et donc c'était un vrai plaisir. Et les Quarks étaient ce que je n'avais pas dit tout de suite, évidemment, aux commanditaires et aux chaînes de télévision, la tentative de mettre un programme conceptuel en prime time à la télévision. Et donc, c'est des concepts très simples. Qu'est-ce qui se passe si j'inverse les lois de la physique? Chacun des quarks a un problème avec les lois de la physique. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si les quarks expliquaient pourquoi le monde n'est pas parfait? C'est une grande question.
Et donc, il y a l'électricien qui explique les problèmes d'électricité, il y a le réverso chronocyclique qui explique les problèmes de temps, l'élastofragmentoplasme qui casse les objets de manière inexplicable. Donc, on ne sait pas pourquoi c'est cassé, mais il y a un élasto dans le coup. Donc, ça s'est développé comme ça. Et en fait, c'était une situation effectivement de mise en abîme puisque le chercheur en cryptobiologie comparée qui a découvert les quarks développait comme ça tout un discours en utilisant des outils, énormes machines pour faire de l'image de synthèse en fait, en temps réel qui faisait tourner. Bref, alors même il y a aussi le mnémochrome qui explique le plagiat en peinture. Donc il est déjà là. Et d'ailleurs, Ils sont là est un des titres des quarks. Alors là, j'ai eu une énorme frustration. C'est que les quarks étant censés être invisibles et omniprésents, ils sont autour de nous, puisqu'ils expliquent pourquoi le monde n'est pas parfait. Ce qui était pour moi, quand je l'ai découvert, une grande déception. Donc à partir de là, je me suis dit, mais comment on peut faire pour que les quarks existent, continuent d'exister, se développent, vivent, se reproduisent, etc. Et j'ai commencé à regarder de plus près ce qu'on pouvait faire avec la réalité virtuelle. La réalité virtuelle et les réseaux de neurones. Donc là, on est en 92-93. Je développe des choses comme les grandes questions, justement. Le diable est-il courbe? Dieu est-il plat? Etc. Enfin, toutes ces sortes. Et moi, dans tout ça, les trois grandes questions. Et à partir de là, donc, on m'a demandé de faire quelque chose pour ISEA à Montréal en 95, et j'ai proposé le tunnel sous l'Atlantique, où, en réalité virtuelle, on creuse dans la mémoire collective pour se rencontrer entre les deux côtés de l'Atlantique, donc entre le Centre Pompidou et le Musée d'Art Contemporain de Montréal. Donc ça a été évidemment un assez gros événement, en fait, court dans la durée, 5 jours, mais il comprenait beaucoup de choses qui pour moi étaient théoriquement des enjeux que l'on se pose actuellement avec l'intelligence artificielle. Il y avait par exemple le librarian qui était chargé de trouver les images qui iraient le mieux par rapport à comment les gens réagissaient par rapport à ce qu'ils regardaient. Il y avait l'architecte qui construisait le tunnel autour de ce que les gens creusaient pour se rencontrer. Il y a le choix des images donc qui se restructurait constamment en fonction des subjectivités. Il y a le director qui réalisait en temps réel la vidéo d'enregistrement de la rencontre, du dialogue entre les individus, en changeant de caméra, en faisant le montage. Le montage était fait dans la durée de l'œuvre, des interactions. Et puis la musique, c'est Martin Matalon qui avait travaillé dessus. Donc la musique était aussi une musique interactive qui évoluait en fonction de tout ça. Bref, l'idée est de faire en sorte que tout soit virtualisé dans le sens de potentialiser. Tout existait à l'état de potentiel et non pas à l'état d'une perfection réalisée par l'artiste que l'on pourrait constamment observer à l'identique de l'état originel. Et puis après ça, bon, j'ai fait les scénographies d'expositions interactives à la Cité des Sciences et dans d'autres lieux, dans des lieux de patrimoine aussi, comme l'abbaye de Fontevraud, et puis l'Arc de Triomphe, où j'ai fait l'exposition permanente qui restait 10 ans avant que les Gilets jaunes la massacrent.
D'autre part, en même temps, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres choses. Et donc, j'ai travaillé sur les installations urbaines, créé un programme dans les années 2000 qui s'affichait sur la plus grande tour de Hong Kong, qui était aussi la plus grande tour d'Asie à l'époque. Sur un écran de 70 000 mètres carrés, j'invitais les artistes et mes étudiants de master à venir à faire un contenu qui serait vu par tout le monde, parce que de toute façon la tour domine complètement la skyline. En parallèle, j'ai travaillé sur d'autres aspects de ce qu'on ne pouvait pas faire quand on n'avait pas ces outils-là. Qu'est-ce qu'on peut partager grâce à la technologie? Par exemple, partager le regard. Donc, j'ai fait une installation au Centre Pompidou, puis dans un certain nombre d'autres lieux, où on échange le regard porté sur l'art ou le regard porté sur un récit, et ça devient autre chose, ça devient une autre histoire. Et avec Cosmopolis, très grosse installation avec 12 télescopes, on reconstruit les villes juste en les regardant. Ça, c'était en 2005, ça a fait le tour de Chine. Et puis, je travaillais sur la mécanique des émotions. Et la mécanique des émotions part du principe que Internet, c'est le système nerveux mondial, et qu'à partir de là, plutôt que de mesurer le PIB des différents pays, on devrait plutôt comparer l'état émotionnel des gens. Et donc, façon Bloomberg TV, j'ai affiché à New York et ailleurs sur les façades, la plus grande étant à Séoul. J'ai affiché l'état émotionnel et son impact sur les banques. Voir s'il y avait une relation entre les deux. Et puis ça a donné lieu à tout un tas d'autres dispositifs, comme Emotion Winds par exemple, où je collecte les données de 3200 villes sur les émotions de la population. C'est pas nominatif, c'est pas, y a rien d'intrusif dans tout ça, c'est l'analyse du web. Et je déplace ces émotions avec les vents réels. Donc je prends les vents qui bougent les émotions au travers des continents, au-delà des frontières, et permettent d'échanger autre chose que des avions de guerre. Et puis donc depuis un certain nombre d'années, je travaille sur du neurodesign, c'est-à-dire comment pourrions-nous donner forme aux abstractions humaines, aux valeurs humaines par la pensée. Et donc j'utilise l'électroencéphalographie pour que le public puisse donner une forme aux valeurs humaines qui deviennent des NFT dont ils peuvent ensuite, avec lesquels ils peuvent faire des transactions. Et donc, quand ils les échangent, ça génère de la poésie transactionnelle. Par exemple, si je donne de l'argent pour avoir de l'amour, eh bien, ça va forcément générer une phrase, je vous laisse imaginer. On peut aussi vendre, acheter, c'est donc value of values, la valeur des valeurs, et un exemple d'esthétique transactionnelle où la transaction elle-même est le médium. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles je travaille en ce moment. Donc plutôt, j'essaie d'explorer par ce type de travail les relations qu'entretiennent des domaines apparemment disjoints, tels que l'esthétique, la finance, la science,
la technologie et l'humanité. J'étais intervenu au lycée français de Hong Kong pour les élèves du lycée, et la plupart sont des enfants, soit de banquiers, soit de gens qui travaillent dans la mode, dans le luxe. C'est plutôt ça l'activité. Et donc j'ai été amené à leur expliquer pourquoi je m'étais intéressé à l'art. Et donc j'ai expliqué que l'art, c'est le seul domaine où on nous paye pour faire ce qu'on a envie de faire. C'est une image. Tu sais, il y a des banques qui s'effondrent, il y a du luxe qui s'effondre aussi. C'est une image, mais c'est vrai que c'est la réalité. Il y a pas. Tu prends un banquier. Est-ce que le banquier décide de ce qu'il fait? On lui dit de faire de l'argent. Il fait de l'argent. On lui dit de trouver le moyen d'échapper aux taxes, etc. Ben, il trouve le moyen, mais on lui dit quoi faire. Alors que là, je vois bien à Nanjing, on me dit non, mais alors vous faites une exposition, vous faites un projet, et puis on va vous trouver les gens. Et écoute, c'est un privilège énorme. Je dis pas qu'on ne fait que ça, mais c'est quand même le seul métier où on peut le faire. D'ailleurs, ça devrait être le moyen de savoir si c'est de l'art. Par exemple, il arrive que d'être chef de cuisine, ce soit de l'art, et à ce moment-là, on dit au chef, faites ce que vous voulez. Je vais dire, si on me paye pour quelque chose, c'est quand même pour faire quelque chose que j'ai envie de faire. Sinon, je peux te dire que le nombre d'opportunités géniales financièrement que je n'ai pas honorées, c'est plus important. Donc c'est un peu aussi ce que je voulais dire dans le dump, tu vois, quand j'ai posé quand j'ai mis à la décharge tout un tas de projets, je voulais dire, mais il faut choisir ce qu'on fait. Parce que c'est là que ça commence à prendre de la consistance. C'est pas en suivant le vent et les vagues et les mouvements et les courants qu'on le fait, ou alors juste les commandes. Quand Focal m'a demandé de faire quelque chose, parce que Focal, il fabrique des haut-parleurs. Focal, ils font des haut-parleurs de grand luxe. Enfin, je veux dire très cher. Tu peux payer une paire 250 000 €. Et donc, ils m'ont dit, ah bah tiens, on voudrait faire moi j'ai jamais de commande comme ça. Mais ça fait rien. Ils me contactent et ils me disent, oui, on voudrait faire une œuvre numérique, etc. Et c'est là que je leur ai dit, vous êtes contre les robots? Et je leur ai imposé le projet PowerChess, qui n'est pas du tout un projet, tu vois, c'est pas des robots qui jouent du violon. C'est simplement le son fait par les pièces quand elles se posent qui génère, qui amplifie. Donc peut-être que je n'ai pas mis en valeur complètement leur équipement, mais j'ai annoncé la couleur dès le départ et je leur ai dit ce que je voulais faire à ce moment-là. Oui, non, mais d'abord, tu le sais, je ne suis pas tout jeune. Je ne viens pas du tout d'une famille qui avait de l'argent. J'avais pas du tout. J'ai hérité de rien de mes parents. Je n'ai aucun héritage, et si j'ai pu m'acheter un appartement, c'est parce qu'on a refusé de me louer. Ils voulaient pas louer, je n'inspirais pas confiance. Donc on me louait pas, donc à 4, on a acheté une maison pourrie, qui s'effondrait presque, et quand j'ai revendu un peu plus cher, j'ai pu prendre quelque chose avec quelqu'un d'autre, et puis, de fil en aiguille, j'ai essayé de louer à plusieurs moments, j'ai jamais réussi. À chaque fois, on me disait, ah oui, non, mais là, on a un médecin qui veut le truc, et là, on a
des gens qui inspirent confiance, tu vois, qui ont des revenus sérieux. Et c'est le truc qui m'a soutenu et pas comme ça aurait pu être ailleurs, c'est l'enseignement. Moi, ma grand-mère qui était institutrice, elle m'a poussé à rentrer à l'école normale. Alors, il y a différentes choses. C'est-à-dire, la situation présente, c'est toujours difficile à résoudre. C'est pourtant la plus urgente. Maintenant, quand le jeune artiste est en période de formation, pour moi, il y a une chose qui est vraiment importante, c'est comment il va se positionner professionnellement plus tard. Soit du côté de ceux qui ont un très bon savoir-faire, soit du côté de ceux qui ont un très bon savoir-penser. Et ces deux choses-là peuvent être combinées. Mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui ont un très bon savoir-faire peuvent trouver un très bon emploi pour ce savoir-faire. Et ceux qui savent concevoir, qui peuvent faire des choses qui sont plus des assemblages, des choses qui demandent des compétences diverses, un peu comme dans la réalisation, comme les architectes, etc. Alors, dans les deux cas, l'attitude est un petit peu différente. Dans un, améliorer le savoir-faire le plus possible et faire de la veille actuellement. Tu ne peux pas faire autrement. Faire de la veille technologique, faire de la veille sur les médias. Il faut connaître ces outils. De l'autre côté, ce qui est important, c'est justement comment faire quelque chose, comment avoir une bonne connaissance de ce qui a été fait pour faire autre chose. Ça, c'est important. Franchement, c'est la chose. Je réfléchissais un petit peu à mon parcours. Je me dis, mais la seule chose qui était la seule constante, c'était ah oui, il y a ça. Comment je le ferais différemment? Comment je ferais autre chose que ça? Et à chaque fois, mais surtout en ajoutant du côté comment je lui donne du sens aussi. Et ça, c'est mon choix. Parce que certains peuvent très bien privilégier, par exemple, la dimension formelle et trouver que c'est en soi une justification, ce qui est vrai. Mais moi, j'ai toujours été plutôt du côté conceptuel. Donc voilà. Mais surtout, ce qui est important, c'est tu ne peux pas faire autrement dans le champ artistique que d'être différent, que de produire quelque chose de différent. Sauf si c'est ton savoir-faire qui te distingue. Et à partir de là, les choses sont plus simples, mais il faut savoir l'identifier. Il faut se rendre compte oui, mais voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas les deux compétences. Mais c'est vrai que ce qu'on attend de l'artiste, j'allais dire, c'est qu'il nous aide à penser le futur. Ça, c'est vrai, c'est clair, c'est clair. Le futur est designé par les artistes, les auteurs, pas par une histoire qui aura été préécrite. C'est vraiment la conséquence de milliers ou millions de cerveaux qui se sont mis à penser comment les choses évolueraient ou comment elles devraient évoluer ou comment elles risquent d'évoluer.